Depuis la semaine dernière, le gold a pris moins 21%, l'argent moins 41%, Bitcoin a crashé encore une fois au même moment où on est censé avoir des news cette semaine au niveau de l'économie qui vont être vraiment pas mal. Ces news prennent place dans une dynamique qui est vraiment particulière, on va regarder ça tout de suite et on va regarder quelles ont été les réactions historiques sur les actifs, que ce soit les actifs non à risque comme l'or par exemple ou les actifs à risque style Bitcoin, actions sociétés cotées, etc. Tu vas voir, tout se passe dans un certain ordre, cet ordre il n'est pas pris au hasard et pour l'instant tout se déroule à la perfection. On commence par l'or et l'argent qui ont validé effectivement en time frame 4 heures leur dynamique baissière, ça je l'ai expliqué dans la vidéo de vendredi, avant que le vrai mouvement prenne place, qu'il fallait avoir des cassures de ces lots-là, non seulement sur l'or mais surtout sur le silver pour pouvoir pricer qu'on avait une dynamique baissière qui se mettait en cours de route. Cette dynamique, elle prend place dans une temporalité qui n'est pas anodine, c'est une temporalité qui est propre au risk-on. Ça, je t'ai montré les différentes timelines dans les dernières vidéos, alors va les voir. Et surtout, elles prennent place sur des mouvements qui laissent présager qu'on est vraiment sur un top définitif sur le silver et sur le gold. Juste avant qu'on regarde en profondeur les métriques, je t'invite à liker la vidéo, à suivre la chaîne parce que des vidéos comme ça, j'en fais 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et vendredi. Et donc si tu veux te tenir au courant de toutes les bonnes infos, c'est ici que ça se passe. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que sur l'argent, on a été juste sur un mouvement de pullback ou est-ce qu'on est sur un top définitif? Je pense que la réponse, elle est en 2 étapes. Première étape, c'est de regarder, comme je t'ai déjà expliqué, ce que le marché traditionnel fait et les barrières qu'il est en train de mettre à tous ceux qui veulent spéculer à la hausse sur l'argent. On l'a dit, le CME a augmenté ses marges de 9 à 10 puis 11% maintenant. Je crois même que ça a encore augmenté une nouvelle fois. Et donc, ils sont en train de restreindre clairement les conditions d'accès à ce marché-là. Et donc, ça a provoqué un premier crash qui a été en plus renforcé par le discours du nouveau président de la Fed, en tout cas celui qui a été nommé par Trump, qui doit encore être validé par les hautes instances américaines, mais qui a donné un discours plutôt réconfortant, qui a redonné une vision plutôt stable dans le dollar, et donc une fin de narratif potentiel autour de la peur du dollar, mais également fin au rallye des métaux précieux, or en première tête de ligne avec le silver juste derrière. Historiquement, ce qui est intéressant, c'est de regarder combien de fois est-ce qu'on a eu un mouvement de crash de 41% en l'espace de 3 jours, et combien de fois est-ce que ça a donné lieu justement à un rebond et un nouvel ATH. Alors je te le donne, spoiler alert, ce n'est jamais arrivé. À chaque fois qu'on a eu un crash aussi rapide en à peine quelques jours, eh bien c'était un top de marché. On a ici la chart qui est pas hyper clean dans les années 80 où on a eu l'équivalent de 74% en quelques jours, c'était le top de marché. La dernière fois qu'on a eu un écrasement du silver extrêmement fort, c'était juste ici en 2011 avec environ 34%, tu le vois ici, en à peine 2-3 jours et c'était le top également. Ça n'a pas empêché le silver de faire un rebond évidemment pour combler des zones techniques qui étaient hyper importantes, mais c'était le top et c'était terminé. Donc en termes de statistiques, on n'a pas énormément de stats, mais quand on a eu un sell-off aussi puissant que celui-là et un marché régulé qui empêche statistiquement les gens de rentrer et d'être en longue avec beaucoup de leviers, ça a donné des tops de marché avec un retournement juste après. Ça c'est hyper important, pourquoi? Parce que ça va pouvoir pricer que de la liquidité va sortir de ce marché-là pour aller ailleurs. Alors tu l'as peut-être vu sur des posts Twitter et autres, mais cumulativement entre le marché or et le marché argent depuis la semaine dernière, c'est environ 7,5 trillions de dollars qui se sont échappés de ces deux seuls actifs, ça fait quand même 7500 milliards, c'est énormissime. Donc on peut avoir des rebonds techniques, c'est pas un problème, mais pour l'instant on est plutôt quand même sur des probabilités assez hautes d'avoir un top ici, retracement possible tout à fait, mais il faut escompter la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est où est-ce que cet argent va justement aller. Et c'est là qu'il est important de repérer les théories qu'il y a sur internet, repérer les théories qui sont présentes dans la finance et qui sont issues encore une fois des données statistiques. On peut toujours se tromper, l'important c'est de pouvoir regarder qu'est-ce qui s'est fait au niveau des stats dans l'histoire, comment est-ce que les marchés ont réagi les uns après les autres pour constater si on a les mêmes mécanismes devant nous et constater si effectivement on est de nouveau dans un mécanisme qui a amené par le passé des 70, 80, 90% de chances d'arriver. Et si c'est le cas, si on a des chances suffisantes, eh bien on va jouer ce scénario, ni plus ni moins. Et ce qu'on a vu dans l'histoire, c'est justement un scénario en plusieurs étapes, comme je l'ai marqué ici. C'est d'abord, quand on avait un momentum un peu plus risk-on, c'est justement un dollar qui crache via une politique monétaire de la Fed qui s'assouplit, on a une baisse des taux, chose qu'on a depuis l'année dernière, on a un QE qui recommence légèrement, ou du moins on a un QT qui s'arrête, et on a un dollar qui se dévalue. On a un dollar qui se dévalue et ça, généralement, ça donne place à de l'instabilité monétaire. Pourquoi? Parce que forcément, le dollar perd de la puissance. Les gens se disent, bon, ben, si la monnaie crache, eh bien, il faut qu'on puisse se réfugier dans des actifs qui vont sauvegarder notre pouvoir d'achat, qui vont sauvegarder nos économies. Et donc, quel est le premier mécanisme? C'est d'aller dans l'or. L'or est le premier actif refuge. Et ça, on l'a vu énormément de fois dans le passé, quand la Fed, notamment, prenait des décisions qui étaient beaucoup plus dovish, c'est-à-dire en faveur des marchés à risque, en faveur d'une dévaluation de la monnaie. Et une fois justement que ce ratio gold-silver, cette expansion
au niveau de ces actifs-là était faite et qu'on se calme, l'argent qui sortait de ces actifs-là allait généralement sur le Wishcon via deux mécanismes. Premier mécanisme, c'était un mécanisme de pure spéculation. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'investisseurs qui, justement, prennent la tangente de prendre l'actif qui surperforme le reste, le gold, puis ensuite quelque chose de plus volatile, de moins certain, l'argent. Et une fois que tout ça s'est épuisé, eh bien, on va aller à la recherche, justement, d'actifs qui vont rapporter des rendements, et donc on va descendre sur l'échelle du risque et sur des actifs qui sont plus volatiles. Et c'est là que c'est important de constater, est-ce que en même temps qu'on a eu cette montée et ce rallye là, est-ce que le risk-on a également performé? Et pour aller voir si le risk-on a performé, eh bien il faut prendre différents indices. Les premiers sont justement le SP500 qui ici, si on le met en weekly, est sur les ATH. Si on prend le Nasdaq, également sur ATH avec une phase de consolidation. Et si on en prend deux derniers qui sont vraiment les baromètres du risk-on au niveau de la finance traditionnelle, le Russell 2000, on est sur un ATH, petite consolidation dans un FVG, rien de fou, hein, sincèrement. Eh bien on est sur des ATH. Et quand on prend le ratio Russell 2000 sur SP500, comme je l'ai mis dans la dernière vidéo, on est sur une surperformance. Donc on a vraiment les petites caps qui commencent à surperformer. On a également d'autres indices que justement cette rotation des actifs sur des actifs spéculatifs et très volatiles prend place. On a ici les High Yield Corporate Bonds via l'ETF de BlackRock qui surperforme également et qui montre signe que justement le risk-on est activé. Et donc, quand on a ces conditions qui sont cochées, c'est-à-dire risk-on qui est activé, rallye gold-silver qui est activé, puis rallye gold-silver qui se termine. Pourquoi? Parce que on a de la confiance qui revient un peu plus dans le dollar. On a justement l'écrasement de ces deux actifs avec de l'argent qui sort en milliers de milliards pour aller sur un autre type de secteur. Et l'autre type de secteur, eh bien, c'est justement celui qui performe en même temps que le gold et le silver, et c'est justement le risk-on. Dans un ordre bien précis lui aussi. Cet ordre, on le sait, c'est pas d'abord la crypto. L'ordre, c'est d'abord le marché traditionnel, donc SP500, Nasdaq, Russell 2000. Une fois que justement on a le silver qui se crache et le gold qui lui ne se crache pas forcément mais qui est en range, c'est ça qu'on escompte pour le gold, et bien là on a une fuite des liquidités qui va aller ruisseler sur le risk-on plus, c'est-à-dire Bitcoin, les altcoins ensuite. Donc ça prend du temps. Le but, c'est pas de timer à la semaine près ce qui va se passer, mais c'est de voir ces gros mécanismes qui se passent juste ici, dans des zones de temps et de prix qui ne sont pas anodines. Première zone de temps qui n'est pas anodine, c'est l'ISM. L'ISM, on a aujourd'hui les chiffres qui sortent, et selon plusieurs datas, il semblerait que l'ISM va repasser au-dessus des 50 points. Tu peux le voir ici, les analyses prédictives prédisent un ISM quasiment à 52 points, et ça, ce serait juste énorme. Pourquoi? Parce que l'ISM, c'est le baromètre de l'expansion économique ou de la contraction économique. Juste ici, tu le vois en violet, on a l'ISM qui est là, qui vogue entre plus 50 points, moins 50 points. Tu as ici le baromètre, la ligne jaune, les 50 points. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est en dessous de 50 points, on considère qu'on est en contraction économique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une économie qui est en pleine expansion, avec des chiffres de plus en plus grands, le secteur manufacturier qui va à fond la caisse, qui vend énormément de choses avec un PIB qui augmente à fond les ballons, comme ici en 2021. Et tu peux le voir que ici, depuis avril-mars 2023, et je dirais même depuis le pic de mars 2021, on a été en baisse et on est passé en dessous de l'ISM, on est en dessous de 50. Tu peux voir que également, au niveau de Bitcoin, qui est en jaune juste ici derrière, si j'agrandis un peu l'ISM, tu peux voir que BTC a une courbe qui est un peu en dents de scie comme l'ISM. Si j'affiche également Total 3, ça va être encore plus parlant. Tu peux voir qu'au niveau des alts, on est vraiment sur un mouvement qui suit l'ISM. C'est-à-dire que si on est en expansion économique, eh bien, on prend plus de risques, on va chercher du rendement et on a justement les altcoins qui peuvent un peu plus exploser, comme ici en 2021. Si je te remonte Bitcoin, tu vas voir, c'est extrêmement simple. Quand on est en phase d'expansion économique, on a un Bitcoin qui rallie juste après dès qu'on passe au-dessus des 50 points. Quand on a un ISM qui chute, et ben on a Bitcoin qui fait quoi? Qui peut avoir des mini-rallyes aussi, mais qui globalement reste plutôt dans une tendance baissière, tendance de range. Juste ici, on repasse au-dessus des 50, on passe en phase parabolique sur Bitcoin. Ici, c'est pareil, on repasse au-dessus des 50, on initie une phase parabolique jusqu'au moment où plafond de l'ISM, retracement et bear market sur Bitcoin. Donc cet après-midi, un ISM au-dessus de 50 serait une super bonne nouvelle, et ça arriverait de nouveau dans une temporalité qui n'est pas anodine. Retourne sur la dernière vidéo que j'ai publiée, je te montrais que justement, au niveau de la cyclicité, dans les années midterm year, au niveau Nasdaq, au niveau S&P, on avait un rallye qui se faisait entre le mois de février et le mois de mai environ de chaque année midterm year. On a dans le même temps le gold et le silver qui semblent poser un top, en même temps que Bitcoin, lui, est venu chasser à peu près tous les longs qu'il y avait sur le marché. Il est en train de poser une structure ici qui est peut-être une phase de bottom. C'est possible qu'on aille en dessous du lot d'avril.
En tout cas, on est mature selon moi pour avoir une grosse phase de retracement haussière au même moment où sur justement les ratios Bitcoin Gold, Bitcoin Silver, on arrive dans des zones qui sont vraiment caractéristiques. Au niveau du ratio Bitcoin Gold, le but n'est pas forcément de comparer Bitcoin à l'or, mais c'est de comparer deux actifs dont un n'a pas encore acquis toutes les liquidités alors que l'autre justement est en train de se vider des siennes. Ça nous permet de se dire, ok, au niveau du ratio force-faiblesse d'un actif par rapport à un autre, qu'on appelle la performance relative, eh bien, c'est de pouvoir se dire, ok, on est dans des zones qui sont matures pour avoir une sortie, une fuite de liquidité d'un actif vers un autre. C'est ça la comparaison qu'il faut faire. Et là, c'est intéressant de constater que si on considère que ce ratio Bitcoin contre le gold est un actif qui peut se trader, eh bien, on est clairement dans une zone de bottom au niveau du ratio. Et là, on peut escompter que justement, dans cette zone-là, on est mature si en plus on a un top sur le gold à avoir un retracement. Est-ce que le ratio irait à un retracement ici, 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 je n'en sais rien. Est-ce que ça veut dire que Bitcoin ira à des 300 000 $? Vraisemblablement pas, mais en tout cas, on pourrait avoir une rotation de liquidité qui se perd comme ça s'est toujours fait dans le passé. On peut également comparer Bitcoin avec le silver, et c'est quand même assez fou de voir que justement, ce rallye du silver pendant que Bitcoin ne faisait rien et même chutait, a fait revenir le ratio dans des zones qui étaient des zones de rechargement et de bottom qui sont juste assez évidentes, zone dans laquelle on est en train de rebondir. Tout ça pour vous dire que si jamais vous êtes sur Bitcoin et les altcoins, eh bien, il y a plusieurs leçons à tirer. C'est peut-être pas le meilleur moment de vendre vos alts et de vendre votre Bitcoin, même si vous êtes en perte latente. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est peut-être pas le meilleur moment non plus d'ouvrir des shorts parce que je dis pas qu'on va aller faire des nouveaux ATH à 180 000 $, même si c'est possible, mais en tout cas, on semble mature pour avoir un bon retracement qui va se mettre en place durant les semaines et mois à venir sur BTC et sur les alts. Il y a des niveaux qui sont clés, assez évidents sur Bitcoin comme sur les alts, et il y aura surtout du management du risque à faire durant toute la montée du retracement qu'on aura. Et donc si tu veux pouvoir manager tout ça de manière vraiment efficiente et surtout en ayant l'esprit tranquille, c'est ici que ça se passe. On donne toutes nos positions à la communauté qui peut les suivre, on dit ce qu'on fait, il y a différentes visions qui s'adaptent à ton profil de trading, ça peut être la vision holder, la gestion active, également des positions sur le marché action. On prend tout ça, on a été les premiers à manager nos positions quand on était juste ici au niveau des 96 000 $ environ sur BTC, et maintenant on est mature aussi pour prendre d'autres décisions, pour réduire le risque, pour faire des rendements à court, moyen et long terme. Donc si tu veux savoir comment ça se passe, c'est chez nous qu'il faut venir. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'aura plu, abonne-toi, like là, et je te dis à mercredi pour la suivante. C'est à trade, bon début de semaine, ciao ciao.